25, un joli nombre, le nombre de clubs sport en France. Déjà la 25e aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le show des fédérations. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une nouvelle discipline, pas une discipline nouvelle évidemment, mais c'est la Fédération française d'aéronautique qui nous fait l'honneur de sa présence à l'occasion de cet opus. Pendant une demi-heure, donc, on va évoquer ses pratiques, les succès quasi hégémoniques de ses compétiteurs sur la scène internationale. L'une de ses championnes sera sur notre plateau. Une fédération qui a aussi pu actionner le levier de la transition énergétique. L'électrique peut-il devenir, pourquoi pas, l'alpha et l'oméga des sports aériens? Notre rubrique Fait débat nous permettra de parler de ce changement de paradigme qui touche tout le monde et aussi donc sa fédération. Son président notamment est avec nous, Jean-Luc Charon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Très belle cravate. Merci. Je lance les débats de manière bien colorée à l'occasion de cette émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plein de débats et plein de questions aussi assez candides, je l'avoue, de ma part, à venir. À vos côtés, la partie élite est bien représentée avec Marjorie Périssin-Faber qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour Marjorie. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On aura l'occasion, notamment avec tous les objets que vous avez amenés, d'évoquer vos pratiques, puisque vous êtes membre des équipes de France de 2 disciplines. On va pouvoir détailler tout ça dans quelques minutes. À nos côtés également, il est évidemment l'un des membres de ces pratiques, de ces disciplines. CTN également, Jérôme Houdier, team manager de l'équipe de France de voltige, si je ne m'abuse. C'est ça, oui. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Plaisir de voir le sourire également qui vous accompagne aujourd'hui. Merci d'être avec nous. On détaillera quelques objets également avec vous pour initier aussi les gens à la pratique de l'aéronautique et de quelques disciplines. Et puis, lui, il centralise aussi les données de toutes les disciplines puisqu'il est DTN au sein de cette fédération. Loïc Loger est en train de compléter ce joli plateau fuselé. Vous aurez remarqué. Bonjour Loïc. Bonjour. On a fait des ailes un petit peu particulières pour vous accueillir. Oui. On a essayé de faire les bons élèves. Sans plus tarder, la première rubrique de cette émission, il va être question de rentrer dans vos pratiques avec l'objet du désir. Et pas qu'un objet, puisqu'on en a plusieurs. À commencer, peut-être le plus large, le plus vaste possible, celui que l'on voit, y compris les néophytes le plus régulièrement, l'avion. Quand même, pour des sports aériens. Marjorie, vous êtes venue avec pas mal de petits modèles. On n'a encore pas la place dans le studio pour faire entrer un Cessna. Malgré tout, est-ce que vous pouvez nous conter un petit peu ces modèles et peut-être leurs spécificités, puisque en voltige et dans vos disciplines également à vous, le rallye aérien notamment, on n'est pas toujours dans les mêmes avions, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, alors l'aéronautique, donc c'est la partie avion, oui. Et donc les avions motorisés, donc souvent à hélice, comme on peut le voir ici. Monomoteur, c'est-à-dire un seul moteur, mais on peut en avoir plus. Mais les plus fréquents en aviation générale et dans nos clubs, c'est des monomoteurs qui peuvent avoir donc des ailes hautes, comme celui-ci par exemple, d'accord. Oui. Ou des ailes basses comme celui-ci. Et d'abord pour apprendre. On va faire de l'instruction, donc souvent c'est des biplaces, donc on peut en avoir en tandem, l'un derrière l'autre ou côte à côte. Comment ça, on n'est pas lancé dans la nature comme ça, tout seul ? Assez vite, au bout d'une dizaine d'heures, on peut partir tout seul. Wow. On est lâché. C'est un jour impressionnant, on s'en souvient en général. On se souvient de la date. Oh, dur, très bien. Déjà le poids de l'instructeur en moins, l'avion il vole. Il monte mieux, déjà. Et donc, du coup, ça donne plusieurs types d'avions qui permettent de faire différentes disciplines ensuite. Alors, on peut voler avec tous les avions dans le ciel français et même dans le ciel dans le monde, évidemment. Et après, pour faire des disciplines, donc pour la voltige, c'est des avions vraiment spécifiques. Et pour les autres disciplines qui sont celles que je pratique, c'est n'importe quel avion de club qui peut fonctionner. Et après, nous, on utilise en ce moment, et après à voir pour l'avenir, mais en ce moment, on utilise surtout des Cessna type de celui-ci, donc Cessna 152, parce que l'avantage, c'est qu'on voit bien, vu que les ailes sont hautes, on voit bien
en profondeur. pour la précision. Voilà, pour la précision. Et notamment, on voit aussi le train, ça permet pour les atterrissages d'être plus précis. Eh bien, vous me tendez une perche, je la saisis. On va évoquer donc ces disciplines, justement. Donc là, avion typique pour le pilotage de précision. Hein, on est d'accord. Alors, en quoi ça consiste? Kesako, comme l'on dit, le pilotage de précision. Alors, le pilotage de précision, c'est vrai que quand on pense au sport aérien, on pense surtout à la voltige. Et donc, le pilotage de précision, c'est un peu une course d'orientation des airs. C'est-à-dire que ce n'est pas une course de vitesse comme, par exemple, les Red Bull Air Race qui ont été assez médiatisés, où là, c'est assez aussi, comment dire, très spectaculaire parce qu'on voit des figures un peu comme de la voltige. Là, vraiment, c'est la précision qui est le plus important. Et donc, la précision, c'est quoi? Ça va être de suivre, alors déjà de tracer la carte dans un temps assez restreint. Donc c'est une carte, c'est pas une carte aéronautique d'ailleurs. Là on a une carte aéronautique. Dans les cartes aéronautiques, on a des zones spécifiques où l'on peut voler, voilà, finalement, d'accord. En contactant des organismes ou pas selon les zones. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on apprend quand on apprend le pilotage. Et ça, par contre, c'est une carte. Alors, en France, on utilise des cartes Michelin. Ça, c'est une carte internationale qui est en Espagne. Donc, je ne sais pas ce qu'ils avaient utilisé. Mais du coup, en fait, on voit en fait tous les tracés qu'on doit suivre. Et après, en fait, le but du jeu, donc là, vous voyez, vous avez des points tournants. Et le but du jeu, ça va être de passer à la seconde près. Donc, moi, c'est ça qui m'amuse. Le fait d'être très précis. Donc, on doit passer, il faut estimer la verticale. Et comment vous savez que vous êtes à la bonne seconde? Alors, on a des chronomètres, notamment ce type de D'accord. chronomètre. Donc, évidemment, alors le timing est écrit. Là, on le voit en violet. On voit un timing. Donc là, ce sont des commissaires qui vous remettent des cartes ou vous devez les finaliser vous-même en fonction de données GPS, que sais-je? Alors en fait, on reçoit une enveloppe dans laquelle on a les instructions. Et du coup, il faut tracer avec ces instructions la carte, qui donc donne cette carte-là. Ce sont nos jeux de piste d'enfants, j'adore. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un jeu de piste, en fait. Et puis après, du coup, alors, il faut être précis. Et en plus de ça, si j'arrive à les attraper, on doit retrouver... Alors bon, ça, c'est les points tournants, c'est les photos des points tournants, mais on a le même type de photos. Donc les photos en route, qui sont des photos qu'on doit voir. Donc si, par exemple, il fallait voir ce sujet-là, au moment où je vois le pont qui est dessiné là, je le note sur la carte. Donc ça donne des choses comme ça, là où on voit des traits. Alors, on ne le voit pas trop de loin, je pense, mais on voit des traits où on note la photo numéro tant a été vue. Évidemment, si c'est mal placé, il y a des pénalités. Et le but du jeu, c'est d'avoir le moins de pénalités possible. C'est extrêmement ludique, mais ça nécessite, Loïc, un travail de préparation assez prodigieux, assez incroyable. Il faut des connaissances dans plein de domaines pour se lancer comme ça, en plus de savoir piloter. Il faut beaucoup de rigueur. Effectivement, les pilotes, souvent en compétition, c'est des gens d'expérience parce qu'il faut du temps avant d'acquérir tous les mécanismes et surtout, il faut aller, il faut connaître toutes les procédures, les maîtriser rapidement et les mettre en œuvre très efficacement. Et souvent, dans ces sports-là, en fait, ce qu'il faut, c'est pas faire d'erreur. En fait, on a beaucoup d'informations à enregistrer. Il faut être très précis, à la fois maîtriser rapidement les procédures, mémoriser les photos. Il faut beaucoup d'expérience et faire ça assez vite et éviter de faire des erreurs. Donc, celui qui gagne, souvent, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs et qui a été le plus régulier. Du sang-froid, j'imagine qu'il en faut aussi dans votre discipline, la voltige? Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est le point commun de toutes nos disciplines aériennes. Hein. Ça développe vraiment cette confiance en soi, cette autonomie pour se mouvoir dans cet espace. Alors, effectivement, en voltige, on va se déplacer dans un espace restreint, mais dans les 3 dimensions, puisque le but, c'est de faire des acrobaties aériennes, des figures que l'on va présenter à un public ou, en l'occurrence en compétition, à un collège de juges. Alors, est-ce qu'on a un temps imparti ou est-ce que vraiment c'est être en réponse, en adéquation avec le programme que l'on a présenté? Est-ce qu'il faut être le plus proche d'un point de vue artistique ou est-ce qu'il faut faire ça vite? Comment ça se passe? Alors, un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'on a un temps imparti dans le volume d'évolution, selon le type de programme. Le programme connu, on a 15 minutes pour faire l'enchaînement des figures qui est proposé. Un programme de compétition, ça dure en général entre 8 et 10 minutes. Voilà, donc le programme en tant que tel, c'est 8 minutes. On a 15 minutes pour se préparer, c'est-à-dire monter, s'échauffer, faire ses figures de sécurité, et puis débuter son enchaînement. Il n'y a pas le temps de niaiser, comme disent nos amis québécois. Voilà. Il faut enchaîner, il faut enchaîner. Président, vous avez débuté par
l'une de ces disciplines, vous avez un petit coup de cœur? Je sais que, bon, politiquement, c'est peut-être pas simple, mais vous avez une petite préférence? Je n'ai pas de préférence. Voilà. Ma préférence, c'est l'aviation. Et la caractéristique de notre aviation, c'est que c'est une aviation populaire. En dehors des États-Unis, nous sommes le plus grand groupement de pilotes hors les États-Unis. Et la moitié des pilotes privés européens est ici en France. Et ce qui fait la force de nos disciplines sportives, c'est que nous avons nos 600 clubs qui repèrent les gens qui vont pouvoir être montés jusqu'au niveau international. Et c'est ce qui explique notre hégémonie sur les podiums dans les 3 disciplines, pilotage de précision, rallye aérien et également, bien évidemment, la voltige, qui est le sport de haut niveau, sans doute le plus emblématique. Mais moi, ce qui me paraît extrêmement important pour nous, c'est de voir que la compétition n'est qu'une partie. Nous sommes un sport de loisir exercé par plus de 42 000 licenciés. Et que le pilotage est extrêmement accessible. C'est accessible géographiquement. Vous avez un club partout en France à moins de 30 minutes de chez vous. C'est accessible intellectuellement, parce que là, on a vu les choses les plus délicates, les plus précises. Mais si vous savez faire des additions et des soustractions, vous savez piloter. Il n'y a pas besoin de faire maths sup. Et c'est également, il faut aborder la question, c'est accessible également financièrement. C'est un sport de passionnés, comme l'équitation, comme le golf. Et quand on parle en heures de vol, on va dire, une heure de vol, ça coûte cher. Mais une heure de vol, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de plaisir, parce qu'il y a eu la préparation, parce qu'il y a la discussion après. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui explique qu'on ait autant de pilotes en France. Et parce qu'on a autant de pilotes, nous avons beaucoup de champions. On aura l'occasion évidemment de rentrer par le menu dans cette première explication. Président, avant cela, il y a un dernier objet qui me turlupine parce que moi-même je l'utilise dans le cadre de ma profession. C'est un micro-casque, on appelle ça moi dans mon métier et dans le commentaire notamment. Alors ce casque, est-ce que vous parlez dedans, Jérôme, ou pas du tout? C'est surtout pour recevoir des instructions d'une tour de contrôle. Comment ça se passe? Alors, les deux, c'est fondamental. C'est vraiment un échange entre l'écoute et la discussion, puisque quand on se déplace dans l'environnement, on doit communiquer auprès des autres usagers de l'air pour dire ce que l'on fait, où on est. Et puis éventuellement, quand on arrive dans certaines zones, on peut être en contact avec un service d'info aérienne, un service de contrôle. Et donc du coup, on peut recevoir des instructions. Est-ce que vous pouvez le prendre dans vos mains? Oui, que là-bas, notre réalisateur a pu le voir tout à l'heure, mais voilà, super. Voilà. Comme ça. Et donc, en compétition, on peut être en contact avec le jury. On peut être à l'entraînement. On est en contact avec l'entraîneur qui est au sol et qui apporte là un accompagnement technique en direct au pilote. Donc, c'est un instrument vraiment incontournable. On ne part pas sans son casque. Et vous avez une petite déperdition, j'imagine, en décibels pour vous permettre d'être un peu plus au calme au niveau des oreilles ou pas du tout? Il y a des casques atténuateurs de bruit. Oui, un petit peu. Atténuateur de bruit, oui, c'est bien avec le vrai terme. Merci, Président. En tout cas, on est presque paré pour décoller, même si on n'a pas eu les heures de vol et les instructions. On va donc en parler un petit peu plus de ce côté accessibilité dans la partie suivante. Jean-Luc Charron nous a parlé de ce côté accessible très vite dans cette émission. Avant cela, Président, vous parliez des succès de votre pratique compétitive, de l'élite. Qu'est-ce qui fait que l'ancrage aéronautique a été très fort dans notre pays? Parce que j'imagine qu'historiquement, l'ancrage, il est assez fort, il est assez ancien. C'est une fédération assez ancienne qui est la vôtre. Soyons très clairs, l'aviation, c'est la France. Les frères Wright, qui ont fait le premier vol à Kitty Hawk aux États-Unis, n'ont eu aucun succès aux États-Unis. On les a pris pour des rigolos, puisqu'ils étaient fabricants et vendeurs de bicyclettes. Et les frères Wright sont venus en France. Et c'est eux qui ont créé les 2 premières écoles, entre guillemets, professionnels, très structurés, sauf erreur de ma part, à Pau et dans la région du Mans. C'est là où il y a d'ailleurs des monuments qui leur sont consacrés. Oui. Mais l'avion, c'est un terme français. Et beaucoup de choses ont été créées en France. La Fédération aéronautique internationale avait son siège à l'origine en France.
Et cette tradition fait que l'aviation en France est toujours restée populaire. Quand un nouvel avion sort des usines, vous avez des milliers de gens qui viennent s'entasser, des fois 24 heures avant, pour voir l'avion décoller. Et c'est resté parce qu'il y a eu l'aviation populaire en 1936 qui a conduit à financer des clubs, à la fois de vol à voile, d'avions, plus de vol à voile peut-être que d'avions, mais peu importe. Ça a créé toutes ces structures et beaucoup de nos clubs sont extrêmement anciens. En ce moment, d'ailleurs, nous avons une profusion de demandes pour des clubs qui fêtent leurs 75 ans d'existence, leurs 90 ans d'existence, leurs 100 ans d'existence pour certains. Donc, effectivement, l'aviation, en étant un petit peu brutal, l'aviation, c'est la France. Ah non, c'est une belle punchline, comme l'on dit, effectivement. Alors, des évolutions, Loïc, il y a quelque chose en revanche d'incompressible, c'est la maîtrise de l'avion, des codes, la formation, on en parlait brièvement. Comment se passe-t-elle si moi, demain, je viens frapper à la porte d'un aéroclub, que Marjorie m'a tellement donné envie de me mettre à la précision au rallye, que je veux tenter ma chance, mais d'abord apprendre les rudiments, combien de temps ? Tout simplement, et comment ça se passe ? Alors déjà, on a une magnifique école de formation en France qui démarre d'ailleurs très très tôt, puisque grâce à une convention avec l'éducation nationale, on a ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique, c'est-à-dire que les élèves, les scolaires, très tôt, à partir du collège ou plutôt du lycée, peuvent avoir un enseignement aéronautique donc au sein des établissements scolaires, et souvent en partenariat avec les aéroclubs. Donc ça commence déjà très tôt ici. Ensuite, on a la chance aussi de pouvoir passer des brevets de pilote très tôt, puisqu'on peut être breveté de pilote en France à 17 ans avant de pouvoir passer, de pouvoir passer le permis de conduire. Et donc, on a une école de formation qui est très normalisée, puisqu'il y a des licences qui sont dispensées par rapport à des textes qui sont maintenant des textes européens d'ailleurs. Et donc, on passe ce qu'on appelle une licence de pilote qui autorise donc à n'importe qui s'est préparé suffisamment à pouvoir voler sur un avion léger de ce type-là. Donc à partir de 17 ans, à partir du moment où on a suivi toute la formation à la fois théorique et pratique. Alors, on a évoqué l'élite de la pratique et parfois il y a un faux ami de pratique d'élite concernant l'aéronautique. Le prix, si je veux là encore me lancer là, sur une étude de cas d'une heure de vol pour se lancer tout simplement, et combien de temps vais-je en avoir besoin ? Vous allez avoir des aéroclubs qui, suivant les appareils qu'ils utilisent, vont vous proposer des heures de vol qui vont commencer à 70-80 euros de l'heure. Et si vous allez sur des avions très puissants, des avions de voyage qui vont vite, vous pouvez atteindre les 200 euros de l'heure. Et pour maintenir votre brevet, vous devez faire un minimum de 12 heures par an, enfin dans l'année qui précède le renouvellement de votre brevet. Et encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est pas l'heure et puis tout s'arrête, c'est le temps que l'on passe, même pour un vol de voyage classique. C'est un plaisir que de préparer son voyage, que de le dessiner sur la carte, parce qu'on va rentrer en communication avec des centres de contrôle. Parce que ça, c'est une chose aussi très importante. Sur un terrain de foot, on pratique du foot. Sur un terrain de rugby, on pratique le rugby. Mais dans les airs, vous avez l'aviation commerciale, vous aviez l'aviation militaire, vous avez l'aviation de loisirs, et puis maintenant, vous avez aussi les drones. Ouais. Donc c'est un terrain de jeu partagé. Donc c'est un terrain de jeu partagé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent en communication avec des centres de contrôle pour savoir un peu ce qui se passe, pour obtenir des autorisations qui sont données immédiatement, mais qui nous donnent des trajectoires particulières. Et en combien d'heures on peut être lâché, suivant l'aérodrome aussi où vous êtes. Il faut comprendre que plus vous êtes sur un aérodrome où il y a beaucoup de trafic commercial, plus vous allez devoir passer du temps à autre chose que le pilotage, c'est-à-dire aussi à gérer le fait que vous êtes dans un environnement très utilisé par d'autres utilisateurs. Si vous êtes sur un terrain en race campagne, il y a des jeunes qui sont lâchés au bout de 7-8 heures. Ah ouais. Et après, ça prend encore du temps pour qu'ils acquièrent leur brevet, mais qui sont lâchés très très tôt. Et je tiens à insister sur ce point-là. Nous avons un programme d'accompagnement des jeunes qui représente 20% de notre budget. Et les jeunes sont extrêmement nombreux et on a des opérations particulières qui leur sont destinées, comme par exemple... Et vous subventionnez, vous abondez... On subventionne déjà au niveau du BIA pour les initier au travers d'une heure de vol. On subventionne aussi les passages des différents niveaux du brevet, chaque étape. Quand il est lâché, il y a une bourse qui est donnée aux jeunes, etc., etc. Sans rentrer dans ce détail-là. Et ça explique que nous ayons une population jeune extrêmement importante dans nos clubs.
Et qui permet aussi un renouvellement de l'élite au très haut niveau. Je vais me tourner du coup naturellement vers Jérôme avant de poursuivre avec Marjorie sur cette pratique d'élite. Avant cela, un petit rebond sur le mot utilisé par Jean-Luc, le mot jeu. On parle encore de jeu à votre niveau d'exigence. Vous avez cette sensation en l'air de jouer. Vos yeux pétillaient, Marjorie, quand vous en avez parlé. Est-ce qu'en voltige, peut-être avec un risque accru, mais là encore, c'est peut-être uniquement mon propos lointain qui me fait dire ça, on a encore cette notion de jeu où il y a un risque, évidemment, qui existe? Alors, oui, le jeu, il est présent tout le temps. Le risque dans toutes ces disciplines, dans toutes les disciplines sportives, il y a un risque qui est là grandement maîtrisé. En fait, on a énormément de procédures qui nous permettent de prendre plaisir dans le vol. C'est fondamental, la notion de plaisir, elle est fondamentale pour aussi faire du haut niveau derrière. Donc oui, ça reste un jeu de dépassement de soi, un jeu de présentation et de faire plaisir aussi au public. Donc c'est quelque chose qui est très important. Châteauroux, ça vous parle? Ça parle à mon chef d'édition, Julien Perronnet, ici présent, mais aimez-vous? Ah ben, non seulement ça me parle, mais ça me fait ressortir quelques petites érections capillaires. C'est bien dit. Ouais, c'était une deuxième... On parle des mondiaux, évidemment. On parle des mondiaux. C'était une deuxième édition qui était vraiment exceptionnelle d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue du public. On le voit derrière vous sur l'écran. Ça a été une grande rencontre avec le public, avec les sportifs. Avec un titre qui plus est, on parlait d'hégémonie, peut-être que le terme vous met un peu de pression et peut-être un peu fort. Cette école française, quand on est team manager, comment on la voit évoluer? On a l'impression qu'elle est stable, mais le renouvellement, comment on l'atteint? Alors 3 titres déjà, c'est titre de champion du monde par équipe, individuel masculin, individuel féminin. Tout ça, c'est un grand chelem. C'est un grand chelem. Tout ça, c'est le fruit d'une construction de notre filière, en fait, qui s'appuie sur nos aéroclubs, qui forment depuis le départ de bons pilotes d'avion, puis ensuite de bons pilotes de voltige. Ça, c'est important. On a des structures qui sont labellisées par le ministère des Sports, des structures de haut niveau, qui là vont amener les pilotes à un niveau d'excellence un petit peu supérieur. Et puis en équipe de France, la dimension collective, parce que c'est un sport individuel d'équipe, la voltige aérienne, et nos sports, nos autres activités aussi. Sport individuel d'équipe, parce qu'il est très important de pouvoir mutualiser les compétences. À plusieurs, on est plus fort. Et donc du coup, c'est très important, quand on récupère ces sportifs, bien de construire un petit peu cette philosophie de partage qui va être orchestrée par toute l'équipe de France, avec à sa tête l'entraîneur national, les mécaniciens et la vidéo et moi-même qui sommes là pour accompagner les sportifs dans leur plus haut niveau de performance. Vous voulez réagir, Président? Oui, je voulais réagir. Une chose très simple à comprendre sur ce que vient de dire Jérôme pour insister. Le champion du monde de cette année, d'accord, de 2019, BIA, brevet d'initiation aéronautique, en 2009. 10 ans après, il est champion du monde. Et c'était le plus jeune de la compétition. Voilà. Donc, ça traduit notre politique et ce que vient d'expliquer Jérôme, la montée dans les clubs. Deuxième chose, la notion d'équipe. Nous arrivons à battre des petits pays, les États-Unis, la Russie, qui ont d'excellents pilotes. Mais il n'y a pas cette notion d'équipe. Or, on a besoin du travail en équipe pour se réaliser individuellement. Et ça, c'est extrêmement important. Et des fois, je pense qu'une partie du public ne le comprend pas. Et si on revient sur le public, qu'est-ce qui a fait le succès de Châteauroux 2015 et le succès de Châteauroux 2019 ? C'est qu'on a conçu ces championnats du monde comme un écrin pour les champions, pour que le public vienne. C'est pour ça qu'on l'a vu sur les images. On a fait aussi beaucoup d'animations au sol, de manière à rendre notre discipline la plus populaire possible. Et c'est ce qu'on essaiera de faire sur d'autres championnats du monde. Ah, Loïc, vous êtes prévenu avec notamment la précision qui se mettra au diapason, puisque Albi va accueillir les mondiaux, je crois, dans 2 ans, un peu moins même. Voilà. Un peu moins, 1 an et demi. Fort un peu de ce succès, de cette expérience que l'on a, c'est vrai qu'on s'est lancé dans cette nouvelle aventure. Et effectivement, en août 2021, on a candidaté
été, on a été retenu pour accueillir le championnat du monde de pilotage de précision, cette fois. Voilà, une des disciplines que pratique Marjorie à côté de moi. Bon, bah c'est une belle carotte, c'est un bel objectif ça pour les prochains mois, Marjorie. Comment on fait au sein d'une fédération qui semble ultra accompagnante pour mener quand même de front une pratique qui est assez chronophage, on l'a vu en termes de préparation, d'organisation, et puis derrière une vie professionnelle qui doit, j'imagine, être aussi contraignante quelque part sur votre présence à l'aéroclub. Bah, c'est une question de choix après, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand on est invité à venir dans le groupe France, c'est quand même une belle reconnaissance et c'est pas un dû, c'est pas un acquis, donc c'est quelque chose qui doit se travailler régulièrement. Enfin, on n'y reste pas simplement parce qu'on a été sélectionné. Donc ça pousse, Loïc. Il y a un vrai vivier qui fait qu'il y a une concurrence. Marjorie n'a rien d'acquis pour elle. Ah bah, clairement, on est dans le sport. Là. D'ailleurs, elle n'ose pas trop en parler, mais c'est vrai que là, on a une échéance prochaine. On a une échéance prochaine et comme dans pas mal de disciplines, on a d'abord constitué un groupe France. On a présélectionné un certain nombre de pilotes qu'on a détectés à potentiel et on finalisera la sélection après le process de préparation et un championnat national final qui va se dérouler en septembre et qui va servir de test final pour finaliser l'équipe qui va finalement participer au championnat du monde, le prochain championnat du monde qui sera pour nous en rallye aérien en Afrique du Sud en novembre prochain. Donc effectivement, il y a toute une filière. Alors après, il y a des choix effectivement et on a la particularité dans nos sports, c'est qu'on est des sports à maturité plutôt tardive. C'est vrai qu'on ne recrute pas les gens comme en gymnastique ou en natation très 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 jeunes, mais donc il faut qu'ils puissent mener de front ce double projet à la fois sportif et professionnel. Et ce que Marjorie fait plutôt bien pour l'instant et ce qu'on essaye d'accompagner au mieux, nous aussi, au niveau de la fédération. Ouais, avec humilité. On croise les doigts, mais sans aucun parti pris. Vous êtes là pour ce groupe France et la suite des échéances. 2021, c'est demain. L'avenir fédéral et des projets. On en parle tout de suite. Fait débat. Les choses sont mouvantes, même quand la santé est bonne, j'imagine. Président, l'idée, c'est d'avoir une longueur d'avance, d'essayer de se projeter. Les enjeux à encore plus long terme pour votre fédération, plus long terme, je parlais par rapport à ces mondiaux, quels sont-ils, Président ? Deux grandes séries d'objectifs. Première série d'objectifs, maintenir le vivier et l'attractivité de la discipline. C'est d'ailleurs pour ça que les championnats du monde à Albi, nous allons aussi essayer d'en faire une opération très populaire. Vous avez eu des retours sur 2019 dans les aéroclubs, ça a poussé ? Ah oui, ça a poussé en 2000. Je reprends l'exemple de 2015, parce que là, on a des statistiques très précises. L'aéroclub de Châteauroux-Villers a pratiquement doublé son nombre d'adhérents. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers objectifs, maintenir le vivier global de pilotes, donc assurer le renouvellement des jeunes, assurer le renouvellement de notre élite. Ça, on sait qu'il y a finalement beaucoup de pilotes de haut niveau qui frappent à la porte. On n'a pas de difficulté à constituer notre groupe France. Et puis l'autre grand axe stratégique, c'est préparer l'avenir en termes de transition énergétique. Parce que comme chacun sait, il y a un focus sur les problèmes d'énergie. Objectivement, nous sommes consommateurs d'énergie. Alors rappelons quand même que l'ensemble de l'aviation, en comptant l'aviation commerciale, c'est 2-3% des émissions et de la consommation. Et que nous représentons, si vous voulez, si vous prenez la consommation de pétrole d'une année, nous représentons les 10 dernières minutes de consommation de pétrole en France. Sur une année ? Sur une année, voilà, les 10 dernières minutes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi le phénomène bruit, et donc nous travaillons sur l'avion électrique. Et nous sommes les premiers à exploiter un avion électrique. Alors, les premiers, d'autres pays utilisent le même avion électrique que nous avons là en maquette, le Pipistrel. Et on voit, je crois, quelques images à l'écran. Et nous sommes les premiers dans le sens où nous faisons un travail commun avec l'autorité, c'est-à-dire que la Direction générale de l'aviation civile, pour effectivement mettre l'avion électrique comme premier avion pour la formation de base des pilotes. Comme l'a dit Marjorie tout à l'heure, beaucoup de ces avions sont des Cessna ou d'autres types d'avions qui sont des biplaces. Et la plupart des vols de début font moins d'1 heure. Ça tombe bien, l'avion électrique
pour le moment, à une autonomie d'1 heure. Mais on est d'accord qu'on n'est plus au stade de cobaye. Vous ne vous envoyez pas en l'air en prenant des risques avec ces avions-là. On a passé les phases de test. Absolument, c'est un avion totalement sûr. Nous avons fait voler d'ailleurs aux commandes le ministre, secrétaire d'État au transport, M. Djebari, qui a lui-même piloté cet avion. Le directeur général de l'aviation civile a également piloté cet avion. Donc c'est un avion qui ne présente aucun danger particulier. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de défricher tout ce domaine du vol électrique. Alors, quelques fédérations, sans être dans le greenwashing, évoquent ces choses-là du bout des lèvres, faute de développement de la part des marques, des compagnies et des vendeurs. Là, vous avez pu vous appuyer sur ce savoir-faire-là. Encore fallait-il emboîter le pas. Qu'est-ce qui a présidé à cette volonté-là, justement, de vous lancer? Vous êtes la première fédération nationale, l'une des premières? Oui, une chose très simple. Dès 2011, nous avons lancé une réflexion sur l'aéroclub de demain, sur l'aéroclub du futur. Et très très vite, il est apparu qu'il y a différents sujets, mais que le sujet de l'énergie, de la transition énergétique et donc de l'avion électrique se posait. Donc à partir de ce moment-là, on s'est mis en chasse, en pêche, employez le terme que vous voudrez, pour voir qu'est-ce qui existait sur le marché. Or aujourd'hui, il n'existe qu'un seul avion électrique produit en série. Des projets, il y a une centaine dans le monde, des prototypes, ou des démonstrateurs, il y en a une grosse quinzaine. Mais un démonstrateur, ça ne veut pas dire que demain, vous allez pouvoir acheter un avion qui va être produit en série. Ça, cet avion-là, le Pipistrel, il est produit en série, il est en cours de certification. Ça veut dire que si on casse un volet, on appelle l'usine et puis on a un volet. Quand vous avez d'autres projets dont on entend parler, ce sont des prototypes, des démonstrateurs. Si vous cassez quelque chose, d'ailleurs, vous ne pouvez pas les obtenir, puisqu'ils sont uniquement chez le fabricant, ce n'est pas possible de les exploiter parce qu'il n'y a pas derrière une production en usine. Marjorie, vous avez volé à bord de... Pas sur le Pipistrel, non. J'ai pas encore eu cette chance. L'accueil, il est bon, les premiers retours des utilisateurs, des aéroclubs Alors pour le moment, il y a un seul avion, D'accord. pour tout un tas de raisons qui sont d'ailleurs liées au statut de cet avion qui est actuellement en laissez-passer, et puis des raisons financières aussi, donc il faut qu'on soit accompagné, donc c'est un petit peu plus dur, et puis là, avec les problèmes financiers que pose le coronavirus, ça complique un petit peu les choses. Donc il y en a un seul, mais tous ceux qui ont volé ont trouvé qu'effectivement, il correspondait à sa mission, c'est-à-dire l'école de début, et c'est l'avion de l'ONU. Il est tout blanc parce que c'est l'avion de la paix avec les riverains. Il ne fait pas de bruit. C'est un ventilateur. C'est tout. Il n'y a plus de bruit de moteur. Celui qui va faire du bruit, en revanche, c'est le quiz pour clore cette émission. Messieurs, dames, roulement de tambour, c'est parti. Est-ce que vous allez passer au vert? C'est la bonne question de ce quiz. 3 questions, ce ne sont pas des questions de rapidité, ce sont des questions de culture aéronautique globale préparées par notre chef d'édition Julien Perronnet. 3 questions et je prends note évidemment de vos réponses à chacune. Combien y avait-il de Français parmi les 10 premiers du classement général total des championnats du monde de voltige 2019 ? 5, 7 ou 9 Français ? Jérôme, vous avez le droit de répondre, évidemment, également. Vous avez le droit. Combien y a-t-il de Français au classement général ? De Français, oui, au classement général, hommes et femmes confondus. Dans les 10 premiers ? Dans les 10 premiers, dans le top 10 à chacune des épreuves, individuelles, hommes et femmes. C'est difficile parce que je crois que je vais me tromper avec 2015. Mais c'est pas grave, vous aurez 0, Jérôme. Allez, c'est choix multiples, 5, 7 ou 9. Vous pouvez vous mouiller, il n'y a pas de question de rapidité. Eh bien, moi je dirais 7. 7, c'est noté. Jérôme. Loïc, je vous sentais prêt à répondre, moi. Non, je suis d'accord avec Jérôme. D'accord. Un DTN se doit d'avoir la bonne réponse, normalement. Il devrait. Marjorie, avez-vous suivi ça d'un coin de l'œil ? Moi, j'aurais dit 7. Parce 7. que il me semble voir au moins 2 non-français dans le top 10. D'accord. Président, est-ce que vous suivez la meute ? Écoutez, je ne sais pas de quoi on parle, mais je connais le jeu des 7 familles. Le chiffre 7 me convient parfaitement. Et 4 x 7, 28. 28 doit correspondre aussi à quelque chose, donc c'est pas. Ça fonctionne à la machine à sous aussi, figurez-vous. Eh bien, c'est 7. Bonne réponse collégiale, avec un petit peu plus de rapidité pour Jérôme, bien que j'ai vu que les doigts avaient été activés de la part de lui. C'est une réponse collégiale, un vrai sport d'équipe, on vous a dit. Deuxième question.
comment s'appelle l'avion d'école entraînement de base de la Royal Air Force? On a un petit peu été chercher. Oula. Eh oui, quand même. Équivalent en France du Fournier RF-6B. Chipmunk. Je note. Président, ok. Commence par un S. Bon, c'est pas mal. D'autres idées? Vous avez le droit de donner votre langue. Non, après le président, on parle plus. La bonne réponse. C'est la bonne réponse? Eh bien, non. Marjorie? Non? J'avoue que je n'ai pas la connaissance, donc... Le Slingsby Firefly. Alors, notons toutefois que nous sommes totalement excusables parce que les Anglais, il y a quand même eu Fashoda, il y a quand même eu Mercel Kébir, plus le Brexit, sans parler, bien évidemment, du Christmas pudding qui est... J'attendais, Jean-Luc, que vous Deridias, c'est arrivé. Deridas, ce sera mieux. Voilà, le voici d'ailleurs, Oui. de fait, dans ce mur. La dernière question, pour vous départager donc, combien y a-t-il d'instruments de pilotage à bord d'un avion? Ça Minimum dépend. réglementaire. Oui, Réglementaire. oui, minimum réglementaire. Minimum réglementaire. Oh là là. Moi, je dirais. Question compliquée, et vous allez peut-être me taper sur les doigts du reste, je m'en excuserai, Le compas. par rapport à nos comptages. Centimètres, Le compas. le compas, Je note quand vous... indicateur de vitesse. Indicateur de vitesse. Est-ce qu'on compte la bille? Pas Si. La bille est obligatoire. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on oublie? Le vario. Je pense pas qu'il soit Pas obligatoire. obligatoire. Conservateur de. L'altimètre. On on l'a dit. va se faire tuer là. Hein. Je crois qu'il y en a Altimètre, 6, badin. moi, mais... Oui, j'aurais dit Allez, 6. 6. Alors- Six, parce qu'avant 7. Eh bien, on en comptait 7. Mais vous allez peut-être rectifier, c'est une question très pointue. L'altimètre, Yes. Oui. Ouais. radioaltimètre, Non. Non. anémomètre, Oui. Oui. variomètre, Oui. J'ai dit vario. Hein. Je Oui. sais pas si... Vario, ouais. indicateur, vous l'avez annoncé, horizon artificiel Ah oui, non, non. ça c'est Et pas c'est dans. C'est pas obligatoire pas normalement. obligatoire. et machmètre, macmètre. Non, ça c'est pas. MacMed, c'est pour les avions jets. de C'est le badin, en fait. Ouais. Il faut le Julien compas. Perronnet, vous êtes viré. Voilà, tout Voilà, simplement. c'était une excellente- Faut le compas, Il faut être un petit peu autoritaire, hein, y compris Non, parce qu'il Mais juste. sur ce plateau il autoritaire. parlait d'un avion de chasse, c'est pour ça. Peut-être, probablement était-il dans ses rêves de Top Gun, jeune homme. Merci en tout cas d'être venu avec le sourire. C'est une égalité parfaite, vous l'aurez compris. La première réponse ayant été la bonne pour tout le monde. Merci d'être Merci à vous. venu sur notre plateau. On remercie Julien en régie, Amélie également, Nicolas qui était présent. Et on se dit évidemment à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Envoyez-vous en l'air d'ici là.